Longtemps avant que le monde ne célèbre ses disques de platine, ses clips futuristes et ses multiples Grammy Awards, Missy Elliott n'était qu'une petite fille nommée Melissa Arnett Elliott, née le 1er juillet 1971 à Portsmouth, en Virginie, une ville portuaire du sud des États-Unis marquée par des clivages raciaux et économiques dans les années 70. Fille unique de Ronnie Elliott, un ancien marine dont le service militaire avait laissé des blessures invisibles mais profondes, et de Patricia Elliott, une femme résiliente employée comme opératrice pour une compagnie d'électricité, Missy grandit dans un foyer qui, vu de l'extérieur, pouvait sembler modeste mais fonctionnel. Pourtant, derrière les murs d'une maison délabrée, sans isolation ni eau courante, se jouait un drame fait de peur, de violence et d'un silence oppressant. Les hivers étaient si rigoureux que la famille se regroupait autour d'un poêle à bois pour se réchauffer, tandis que les étés transformaient la maison en fournaise. Les commodités de base, comme des toilettes ou une douche, étaient absentes. Missy se souvient d'avoir utilisé une casserole comme toilette et de s'être lavée avec de l'eau chauffée sur un réchaud à gaz, une réalité qui contrastait cruellement avec le glamour qu'elle incarnerait plus tard. Plus terrifiant encore, elle partageait son lit avec des souris qui couraient sur elle la nuit, un souvenir qui la marqua profondément. Je me réveillais avec des rongeurs sur moi, et j'avais tellement peur, confia-t-elle dans une interview émouvante. Son père, rongé par une colère qu'il ne parvenait pas à contrôler, la frappait parfois avec un journal pour ces incidents, renforçant un sentiment d'insécurité qui imprégnait chaque instant de son enfance. Mais la véritable horreur était la violence domestique infligée à sa mère. Ronnie, dont le passé militaire avait exacerbé une rage intérieure, déversait sa fureur sur Patricia sous les yeux de Missy. Une fois, il déboîta l'épaule de sa mère dans un accès de violence. Une autre, il pointa une arme à feu sur elle, menaçant de les tuer. Missy, alors une enfant terrifiée, vivait dans l'angoisse constante de rentrer de l'école et de trouver sa mère morte. Cette peur la força à se replier sur elle-même. Elle refusait les invitations à des soirées pyjama, convaincue qu'une absence prolongée pourrait déclencher une tragédie irréparable. À l'école, dans un environnement où les enfants noirs des années 70 étaient souvent confrontés à des préjugés, elle se forgea un masque d'humour, devenant la « clown de la classe » pour cacher sa douleur. « Je faisais rire tout le monde voulait que je m'assoie à leur table », raconta-t-elle à Billboard. Mais derrière ce rire, elle portait un fardeau écrasant, un secret qu'elle gardait enfoui, incapable de le partager avec quiconque. À l'âge de 8 ans, un nouveau cauchemar vint s'ajouter à son quotidien déjà chaotique. Un cousin adolescent, censé être une figure de confiance dans une famille où les liens étaient précieux, abusa d'elle sexuellement pendant 1 an. « Je ne comprenais pas totalement ce qui se passait, mais je savais que c'était mal », confia-t-elle des années plus tard dans une interview déchirante avec The Guardian. Ce traumatisme, qu'elle n'osa révéler à personne à l'époque, laissa des cicatrices indélébiles qui façonnèrent sa vision du monde et sa méfiance envers les autres. Le cousin mourut plus tard d'une overdose, mais les séquelles psychologiques restèrent gravées en elle, alimentant un sentiment de vulnérabilité qu'elle combattrait toute sa vie. Pour échapper à cette réalité insoutenable, Missy se réfugia dans son imagination. Sa chambre, un espace exigu et délabré, devenait un sanctuaire, un pays des merveilles, où elle pouvait fuir le chaos qui régnait à l'extérieur. Elle écrivait des lettres à Michael et Janet Jackson, non pas comme une simple fan, mais comme une enfant désespérée rêvant d'être sauvée d'un monde qui semblait vouloir l'écraser. Dès que je fermais la porte, tout changeait. Mon lit, mon placard, tout devenait autre chose, expliqua-t-elle à Billboard. Elle chantait pour les animaux, les insectes, les arbres, transformant sa douleur en mélodie et sa peur en rythme. La musique devint son salut, un espace où elle pouvait transcender la brutalité de son environnement. Ces moments de création, même dans l'isolement, plantèrent les graines de la révolution musicale qu'elle mènerait plus tard. Un bref répit survint lorsque la famille déménagea à Jacksonville, en Caroline du Nord, pendant le service militaire de Ronnie. Là, pour la première fois, Missy goûta à une certaine normalité. Elle se fit des amis, riait sincèrement et chantait dans une brosse à cheveux au bout de sa rue, imitant les stars qu'elle voyait à la télévision sur des chaînes comme BET, qui commençaient à diffuser les prémices du hip-hop et du R&B. Ces moments de légèreté, rares dans son enfance, lui offrirent un aperçu d'une vie sans peur, un contraste saisissant avec le cauchemar qui l'attendait au retour en Virginie. À 14 ans, la violence domestique atteignit un paroxysme insupportable. Patricia, brisée mais déterminée à protéger sa fille, prit une décision radicale, fuir pour de bon. Avec l'aide de proches, elles rassemblèrent leurs maigres possessions, une fourchette, une cuillère, une couverture et s'échappèrent dans un camion de déménagement, abandonnant leur maison et leur passé. Ce fut la période la plus effrayante de ma vie, confia Missy au Guardian.
Je pensais qu'il nous retrouverait, qu'il nous tuerait. J'ai vécu dans la peur pendant des années. Cette fuite marqua un tournant décisif. Pour la première fois, Missy vit sa mère non plus comme une victime, mais comme une survivante, une femme capable de surmonter l'impossible. Quand on est parti, ma mère a compris sa force. Et ça m'a rendue forte aussi, raconta-t-elle. Ce moment de courage maternel devint une source d'inspiration pour Missy, lui montrant qu'il était possible de se relever, même après des années de souffrance. Installée dans le quartier modeste Dodge Ferry à Portsmouth, Missy et sa mère recommencèrent de zéro, luttant pour reconstruire une vie stable dans un environnement encore marqué par la précarité. Au lycée Manor, Missy continuait à cacher sa douleur derrière un humour éclatant, mais quelque chose avait changé en elle. Elle avait survécu à l'inimaginable, et cette résilience naissante devint le socle de sa future grandeur. Son intelligence brillait. Un QI élevé lui permit de sauter 2 classes, une opportunité rare pour une jeune fille noire dans une école publique des années 80. Mais ce saut académique l'isola de ses amis, l'obligeant à côtoyer des élèves plus âgés et accentuant son sentiment de solitude. La musique, qui avait été un refuge, devint une mission, une vocation qui allait au-delà de l'évasion. C'est au lycée qu'elle rencontra Timothy Timbaland Mosley, un adolescent discret armé d'un clavier Casio et d'une imagination débordante. Ensemble, dans une Virginie encore loin des projecteurs de l'industrie musicale, ils commencèrent à expérimenter, créant des sons qui ne ressemblaient à rien de ce que le hip-hop naissant des années 80 dominé par des figures comme Run DMC et LL Cool J avait produit. Leur alchimie, forgée dans des heures passées à bidouiller des beats sur des équipements rudimentaires, posa les bases d'une révolution musicale qui allait changer le paysage culturel des décennies à venir. L'ascension de Missy Elliott ne fut pas un conte de fées. Dans une industrie musicale des années 90 dominée par des normes rigides d'apparence, de genre et de conformisme, elle était une anomalie, une femme noire, ronde, excentrique, qui refusait de se plier aux attentes d'une industrie obsédée par l'image et les stéréotypes. On lui disait qu'elle pouvait écrire et chanter, mais qu'elle n'avait pas le bon look. Lors du tournage du clip de That's What Little Girls Are Made Of, pour Raven-Symoné en 1993, Missy écrivit et interpréta un couplet, mais fut écartée au profit d'une mannequin mince à la peau claire qui mima ses paroles, une humiliation qui reflétait les standards racistes et sexistes de l'époque. « Ça m'a brisé le cœur », confia-t-elle. « Je ne l'ai jamais oublié. » Cette rejection, loin de la décourager, alimenta sa détermination à prouver que le talent surpassait l'apparence. Avec Timbaland, elle créa un son futuriste, presque extraterrestre, qui défiait les conventions du hip-hop, encore ancré dans des beats traditionnels et des récits machistes. Leur collaboration avec Aaliyah sur l'album One in a Million en 1996 fut un tournant culturel. « J'avais peur que personne ne comprenne », admit-elle à Billboard. Personne ne rappait et chantait à la fois. C'était trop différent. Mais cette différence devint sa signature, un mélange audacieux de hip-hop, de R&B et d'expérimentations électroniques qui redéfinit le genre. En 1997, son premier album, Supa Dupa Fly, fut une révélation, un manifeste d'audace qui secoua l'industrie. Le clip de Terrain, Supa Dupa Fly, réalisé par Hype Williams, avec sa combinaison gonflable noire et ses images surréalistes, transforma les critiques sur son corps en une armure de confiance. Elle ne se contentait pas de rapper, elle écrivait, produisait et chorégraphiait, redéfinissant ce qu'une artiste hip-hop pouvait être dans une époque où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles secondaires. Chaque album suivant, Da Real World, 1999, Miss, So Addictive, 2001, Under Construction, 2002, This Is Not a Test. 2003, The Cookbook, 2005, repoussa les limites du possible. Des tubes comme Get Your Freak On, avec ses sonorités inspirées de la musique indienne, Work It, avec son refrain inversé emblématique, Pass Dead Dutch, Lose Control, dominèrent les ondes, les clubs et MTV, à une époque où la chaîne était le cœur battant de la culture pop. Ces clips, des chefs-d'œuvre visuels proches de la science-fiction, mêlant chorégraphie complexe, costumes audacieux et effets spéciaux, devinrent des icônes culturelles, influençant des générations d'artistes. Collaborant avec des géants comme Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, Whitney Houston, Ciara et Alicia Keys, elle ne se limita pas à sa propre musique. Elle façonna le son des années 2000, devenant l'architecte d'un nouveau langage visuel et sonore qui transcenda les frontières du hip-hop. Mais cette gloire avait un prix. Être une pionnière dans une industrie dominée par les hommes, où l'apparence primait sur le talent, signifiait une pression constante. Missy ne se contentait pas de performer, elle écrivait, produisait,
chorégraphiait et mentorait de jeunes artistes, tout en luttant contre les critiques incessantes sur son poids, sa peau et son style excentrique. On me disait que je devais rester dans l'ombre, que je n'avais pas le physique pour être une star, raconta-t-elle à Variety. Cette hostilité, combinée à la charge mentale de porter autant de rôles, commença à peser lourdement. En 2005, au sommet de sa carrière, son corps lâcha. Une perte de poids soudaine, des tremblements musculaires incontrôlables et une fatigue écrasante la poussèrent à consulter des médecins. En 2008, le diagnostic tomba comme un coup près. La maladie de Basedow, un trouble auto-immun attaquant la thyroïde, provoquant chute de cheveux, hypertension, yeux exorbités et tremblements si violents qu'elle ne pouvait plus tenir un stylo. Je ne pouvais plus écrire de paroles, raconta-t-elle à People. Je me sentais impuissante, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Un jour, une crampe à la jambe faillit provoquer un accident de voiture. Je ne contrôlais plus ma jambe. J'ai failli me cracher, confia-t-elle. Cette maladie ne menaçait pas seulement sa santé, mais son identité même d'artiste, son outil de création. L'industrie, qui l'avait déjà jugée pour son apparence, commença à murmurer qu'elle était finie, que son temps était révolu. Missy disparut des radars, se retirant de la scène publique après la sortie de The Cookbook en 2005. Pendant près d'une décennie, elle lutta en silence, subissant des traitements par radiothérapie, adoptant une alimentation stricte et un mode de vie plus sain pour gérer sa maladie. Mais elle ne cessa jamais de créer. Dans l'ombre, elle écrivit et produisit des tubes pour Beyoncé, Signe, Ciara, Deux Step, Monica, Fantasia et Kessia Cole, prouvant que son génie restait intact, même loin des projecteurs. Si je voulais sortir The Missing Feel of Missy Elliott, je pourrais sortir 6 albums, confia-t-elle à People. Mais le poids émotionnel de sa maladie était plus lourd que les symptômes physiques. La maladie de Basedow ne touchait pas seulement son corps, elle ébranlait sa confiance, son image de soi, dans une industrie obsédée par la perfection physique et la jeunesse. En 2011, Missy parla publiquement de sa maladie dans une interview avec People, brisant les tabous autour des troubles auto-immuns. « Je ne pouvais même plus soulever un stylo », dit-elle. C'est là que j'ai compris que quelque chose devait changer. Elle se concentra sur sa santé, réduisant progressivement ses médicaments grâce à une discipline rigoureuse. En 2015, son retour au Super Bowl, invité par Katy Perry, fut un triomphe retentissant. Devant des millions de spectateurs, elle vola la vedette avec une performance électrisante, interprétant un medley de ses plus grands hits avec une énergie qui semblait défier les années de lutte. Pourtant, quelques jours avant, une crise de panique si intense l'avait envoyée à l'hôpital. « J'ai craqué. Je ne pensais pas en être capable », confia-t-elle à Billboard. C'est uniquement la grâce de Dieu qui m'a porté à travers cette performance. Ce moment marqua sa renaissance, mais il était le fruit d'années de douleur, de peur et d'une persévérance acharnée. En 2017, elle sortit « I'm Better », un morceau épuré et expérimental qui rappela au monde son audace et sa capacité à innover, même après 2 décennies dans l'industrie. En 2018, elle apparut sur « Borderline » d'Ariana Grande, conquérant une nouvelle génération de fans. En 2019, son épée Iconologie et le clip vibrant de « Throw It Back » célébrèrent son héritage tout en prouvant qu'elle restait à l'avant-garde. Cette même année, elle devint la première femme rappeuse intronisée au Songwriter Hall of Fame, un honneur qui reconnaissait enfin son génie en tant qu'autrice-compositrice. Elle reçut également un doctorat honorifique du Berklee College of Music et le prestigieux MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, une consécration pour son impact visuel et musical. Ces distinctions, bien que méritées, ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'héritage de Missy Elliott va bien au-delà des récompenses et des chiffres de vente. C'est l'histoire d'une survivante qui transforma la douleur en art, le rejet en innovation, le silence en musique. Elle défia une industrie qui lui disait qu'elle n'avait pas sa place, trop noire, trop grosse, trop étrange, et surmonta des traumatismes d'enfance, une maladie débilitante et une pression constante pour se conformer. On me disait que je pouvais chanter, écrire, mais que je n'avais pas le bon look, raconta-t-elle à Variety. Pourtant, elle ne changea jamais pour plaire. Elle changea l'industrie elle-même, ouvrant la voie à des artistes comme Lizzo, Cardi B, Nicki Minaj et Megan Thee Stallion, qui ont bénéficié de sa lutte pour la diversité, l'authenticité et l'innovation dans le hip-hop. Elle brisa les barrières du genre, de la race et de l'esthétique, prouvant qu'une femme pouvait être à la fois rappeuse, productrice, chorégraphe et visionnaire, sans jamais compromettre son identité. Pour un public de plus de 40 ans, l'histoire de Missy résonne profondément. Elle parle de résilience face à l'adversité, de reconstruction après l'effondrement,
de la force de rester fidèle à soi-même dans un monde qui cherche à vous modeler. Ses clips audacieux, ses rythmes révolutionnaires et son style inimitable ont défini les années 90 et 2000, une époque où le hip-hop s'imposait comme une force culturelle mondiale, où MTV dictait les tendances et où les artistes noirs luttaient pour être vus et entendus dans une industrie encore dominée par des standards eurocentriques. Ses collaborations avec des icônes comme Aaliyah, dont la carrière fut tragiquement écourtée, et son rôle de mentor pour des artistes émergents rappellent l'importance de transmettre un héritage. Mais derrière la musique, il y a une femme qui a porté ses cicatrices avec courage, transformant chaque épreuve en une note, chaque douleur en un rythme, chaque rejet en une victoire. Missy Elliott n'a pas seulement survécu, elle a redéfini ce que signifie être une légende, prouvant que le véritable génie naît souvent des cendres de la souffrance, et que la persévérance peut transformer une petite fille terrifiée de Portsmouth en une icône mondiale dont l'influence résonne encore aujourd'hui.